Tout le monde est belle, Naki, tu es belle. Tout va bien. Ah, merci, merci, Madame la modératrice. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue. Et pardon déjà, première chose, pardon du retard pris. L'horaire prévu était 11h30 heure de Paris, et un peu plus tôt pour certains partout dans le monde et sur le continent. Portez haut et fort la voix des femmes dans les cinémas d'Afrique. En Afrique, comme partout, vous le savez, l'égalité, la parité font défaut dans le 7e art. C'est l'occasion de donner la parole à des femmes clés de l'industrie cinématographique, des femmes qui sont partie prenante. Hein, elles sont productrices, actrices, comédiennes, réalisatrices et autres. Et elles ont à cœur de partager leurs combats, les combats qu'elles mènent pour faire entendre leur voix et être reconnues comme des professionnels à part entière. Alors, pour parler justement de cette réalité, nous avons des femmes de poids, de poigne, et vous le constaterez sans grand mal. Nadia Raïs, qui est réalisatrice et qui nous vient de Tunisie. Nous avons également Mouna Ndiaye, comédienne réalisatrice, qui nous vient, elle, du Sénégal. Elle est plurielle, hein, elle est panafricaine, on va dire. Latissi Savadé, qu'on ne présente plus, la grande comédienne, grande femme de théâtre et des arts, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Marie-Clémence Andriamota Paes, qui va nous parler également de son expérience. Et enfin, Fatih Sen, qui est critique, qui est journaliste, va nous dire ce qu'est cette critique, entre autres, et puis quel regard elle porte sur la place des femmes dans cette industrie. Donc, comme je le disais tout à l'heure en exergue, très peu de femmes hein, à l'échelle de la planète. On voit au chapitre dans le 7e art. Qu'en est-il en Afrique? Qu'en est-il sur notre continent? Comment celles qui font pour bien faire, comment elles agissent au quotidien, comment elles marquent de leur empreinte leur présence, comment elles vivent on va dire leur genre. Est-ce que elles se servent du genre ou alors est-ce que c'est simplement une qualité de plus? De tout ça et de plusieurs autres sujets, nous allons parler pendant l'heure et quart qui va suivre, avec donc des petits entretiens individuels avec chacune d'entre elles. Et ensuite, les nombreux intervenants à qui je souhaite la bienvenue auront la parole pour des interventions, on va dire, on va souhaiter, parce que la technique l'impose, toujours très courte, précise, concise, pour entendre ces voix. Alors, nous allons commencer tout de suite. Je vous ai à l'image, Fatou Kiné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes connecté où? À Dakar? À Dakar, oui. À Dakar, précisément. Alors, quelques mots sur vous. Donc, vous êtes toute nouvellement élue présidente hein, de la Fédération africaine des critiques de cinéma. Ça fait maintenant 1 an. Oui. C'était en mars 2019, pendant le FESPACO. Et on a fait un mandat, le nouveau bureau a fait un mandat d'1 an déjà. Alors, justement, critique de cinéma, vous allez nous en dire plus dans quelques instants après qu'on aura accueilli les autres participantes. La critique de cinéma, on imagine que ce n'est pas quelque chose d'aisé que de venir après le travail d'un professionnel et d'en parler. Vous allez nous dire comment vous le faites vous et comment vous appréhendez ce métier. Critique de cinéma, oui, c'est pas un métier comme tous les autres métiers que l'on apprend à l'école. Ça vient avec la passion. Au fur et à mesure que l'on regarde les films, on apprécie, mais l'appréciation doit, en tout cas l'argumentaire de notre appréciation doit être basé sur des arguments clairs, précis, même si l'on sait que c'est subjectif, la critique est subjective. Il n'y a pas de critique objective, mais il faut que ce que l'on défend, si l'on dit que le film est bon ou si le film est mauvais, que l'on pose ça sur des argumentaires solides et très techniques que l'on peut, en tout cas, qu'on ne peut pas dénigrer un film parce que c'est pas bon pour vous. Mais la critique de cinéma permet aussi
de donner une visibilité au film, de le rendre plus populaire et d'inviter d'autres à venir voir le film ou à rendre visible le travail des réalisateurs, de tous les techniciens du cinéma. Alors, est-ce que c'est facile, aisé de donner un avis, peut-être parfois négatif, sur une œuvre? Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir les foudres de ceux et celles qui n'étaient pas contentes de vos critiques? Depuis que j'ai commencé, en tout cas, à faire le métier de critique, je dirais, depuis 2007, je n'ai pas encore reçu sous la figure en imagée de quelqu'un qui n'est pas content de ce que j'ai écrit de son film, mais j'ai des gens qui ne sont pas du tout contents, mais qui viennent me dire et l'on s'explique quoi. Et à la fin, ils sont d'accord par rapport à l'argumentaire que je pose sur un film. Mais il faut chaque fois, je dis toujours souvent, en tout cas, de ne pas descendre le film, mais d'essayer d'amener la personne à apercevoir peut-être ce qui manque au film, ce qui pouvait améliorer au film, ou bien ce qui fait l'excellence du film. On peut aussi mettre l'accent sur ce qui fait l'excellence du film et amener la personne la prochaine fois à éviter à tomber sur des erreurs ou pas. On n'est pas des réalisateurs. Eux, ils ont leur métier. Nous, on est là pour éclairer le lecteur ou l'auditeur ou le téléspectateur sur tel ou tel film, sur le travail de tel ou tel réalisateur. Merci Fatou Kiné-Sen. Justement, je vais passer la parole maintenant à des personnalités, hein, des femmes dont vous avez peut-être eu à parler et à critiquer les œuvres. Marie-Clémence Andrea Monta-Paes, êtes-vous connectée? Je suis totalement connectée et je viens d'entendre avec beaucoup d'intérêt cette intervention de Fatou. D'ailleurs, je crois qu'il y a Fatou et Olivier dans cette salle. Oui. Il y a peu Olivier Barlet, hein, pour Voilà. Il y a peu de critiques de cinéma avec qui nous, cinéastes, on puisse avoir, disons, un échange à égalité. Oui. De dire ni je dépends de toi, ni tu dépends de moi, mais le regard, enfin, qu'il y a un vrai échange. Parce qu'effectivement, très justement, Fatou dit c'est forcément subjectif la perception d'un film, la critique aussi d'un film est subjective. Et parfois, oui, on a envie de leur envoyer une lettre incendiaire. Mais maintenant, quand c'est nos films à nous, quand c'est son bébé, ben, évidemment, il vaut mieux carrément pas lire les critiques du tout au moment de la sortie des films. Et puis, quand c'est des critiques sur les films de quelqu'un quelqu'un de proche, quoi. Donc, soit un réalisateur quand vous êtes producteur, surtout pour les premiers films, parfois c'est vraiment très dur. Il y a un travail de censure de la critique à faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout prendre, il ne faut pas tout lire. Un jour en Belgique, c'est assez juste, je trouve, quelqu'un m'avait dit « Oh, mais fais pas gaffe, cette critique, c'est pas grave. Tu sais, les oiseaux se foutent de ce que pensent les ornithologues. » Et pas que vous soyez des ornithologues, mais il y a cette idée qu'il ne faut pas non plus que ça empêche d'avancer, ça empêche de continuer. C'est pas parce qu'une critique a été mauvaise que c'est la fin du monde. Il y a des mauvais critiques aussi, pas que des mauvais. Il y a aussi des gens qui font des critiques comme à l'inverse de ce que recommande Fatou, c'est-à-dire qu'ils sont péremptoirement à dire ne regardez pas ça, c'est nul. Ça, c'est pas de la critique, c'est effectivement autre chose. Et est-ce qu'il y a, puisqu'on reste encore quelques instants sur la critique, hein, avant de parler de votre travail, est-ce qu'il y a une compréhension culturelle, un vécu culturel de la critique?
Je m'explique. C'est vrai que dans nos cultures africaines, au pluriel, par moment, quand quelqu'un vous critique, vous dites non, lui, il ne m'aime pas, peut-être parce que je suis pas comme lui, etc. Est-ce que la culture intervient dans la critique? C'est-à-dire la critique, aujourd'hui, dans le monde où on vit, la critique est internationale et c'est ça qui est fascinant. Autrefois, il y a même 15-20 ans, on sortait un film en France, on s'occupait que de la critique française. Enfin, c'est surtout ça qui comptait. On sortait le film à Madagascar, on regardait ce que disaient les journalistes. Aujourd'hui, souvent, les films, ils sortent mondialement en même temps. Donc, il y a une chose très intéressante qui se passe, c'est qu'on peut, pour un même film, au même moment, juxtaposer, c'était mon cas, par exemple, pour Favalo, d'avoir côte à côte le soleil, une critique du soleil de Dakar avec El País en Espagne. Et c'est très intéressant parce que du coup, ça oblige à regarder un film du point de vue universel et non pas uniquement, voilà, c'est un film malgache ou sénégalais ou africain. C'est un film. C'est un film. Et que la journaliste soit espagnole ou sénégalaise, le film a le même, comment dire, la même place pour cette personne. Et c'est très intéressant d'avoir ça maintenant. Alors, vous parlez de place, justement. Comment avez-vous réussi, vous, à faire la vôtre, à asseoir dans cette industrie cinématographique? On le disait tout à l'heure, si peu égalitaire, si peu paritaire. Je ne sais pas s'il faut commencer. Moi, je n'ai jamais eu vraiment la sensation que c'était plus difficile parce que j'étais une femme. J'ai plutôt senti que c'était plus difficile parce que je n'étais pas d'ici ou parce que je parlais de réalités qui semblaient être moins importantes, c'est-à-dire comme s'il y avait une hiérarchie et que les sociétés européennes, etc., sont plus importantes que nos sociétés à nous. Donc, en fait, je me suis plus battue pour une autre image de là d'où je viens que de mon image de femme. Après, moi, j'ai je ne sais pas si c'est un privilège ou si en tout cas c'est un fait, c'est que moi, je travaille avec mon mari aussi. Donc, cette question de l'égalité homme-femme, c'est une question, c'est un combat du quotidien. C'est pas seulement culturel, c'est au quotidien qu'il faut. Hein, c'est au quotidien. C'est toi qui fais la vaisselle aujourd'hui ou le ménage. Voilà. Et c'est peut-être là que c'est plus difficile, plus que dans vraiment. Enfin, pour moi, en tout cas, je sens que c'est au quotidien. C'est chaque homme avec qui, c'est vrai, c'est plus compliqué. Quand vous choisissez de devenir réalisatrice, productrice, vous ne vous posez pas de questions particulières sur le genre? Vous vous dites j'ai envie de créer, j'ai envie de faire et j'y vais? Ou alors il y a une autre réalité liée à qui vous êtes qui intervient? C'est vrai que je viens d'une culture et ça change aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment la sensation que la liberté des femmes, c'est comme le vélo. C'est-à-dire, si vous ne pédalez pas, le vélo tombe. Vous ne pouvez pas vous dire juste « Ah, je me mets sur le vélo, c'est bon ». La liberté, c'est un combat au quotidien. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et je pense que l'égalité homme-femme, c'est pareil. C'est-à-dire que, bien sûr, les lois, etc., sont extrêmement importantes pour aider les plus vulnérables, mais c'est un travail actif, quoi. C'est un travail donc, c'est vrai que j'ai la sensation de devoir tous les jours dire, mais comme de devoir tous les jours dire, je suis cinéaste d'un pays du Sud et les histoires que je raconte sont aussi importantes que
que les vôtres. Il n'y a pas de, il y a vraiment cette idée de ces, on est à même, il n'y a pas une hiérarchie comme ça des films, des auteurs. Oui. Et aujourd'hui, comment vous vous inscrivez dans les luttes, les combats qui sont menés aujourd'hui par des consoeurs pour davantage d'égalité dans la profession? Comment vous vous inscrivez? Non, non, je pense que c'est quelque chose d'important, parce que c'est effectivement c'est un milieu où le pouvoir, on va lâcher un gros mot, est très patriarcal. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on est dans un système où le pouvoir est très, très, très concentré. Le pouvoir est extrêmement concentré. Les gens qui décident des films qui se font ou pas sont très peu nombreux, à vrai dire. Oui. Ils sont très, très peu nombreux. Il y a très peu de gens, en tout cas en Europe, il y a très peu de gens qui peuvent dire qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur un projet. En tout cas, les gros films avec beaucoup d'argent, c'est quand même, il y a une concentration du pouvoir sur quelques personnes. Alors, est-ce que ce sont plutôt des hommes? Moi, je crois que oui, quand même. Oui. Et donc, du coup, les femmes sont souvent en position de devoir gérer cette soumission. Et je pense que c'est un combat très important, surtout de faire prendre conscience à toutes celles qui sont un peu, qui sont vraiment, vraiment à la merci de un seul homme ou un seul directeur ou un seul réalisateur ou un seul. C'est pour aider aussi ces femmes-là qu'on doit faire plus de bruit encore, faire prendre conscience que non, c'est pas normal, c'est pas naturel d'obéir et de devoir servir. Oui. Alors, elle nous a rejointe, on va lui donner la parole dans quelques instants, Mouna Ndiaye. Mais auparavant, j'aimerais nous emmener du côté de la pagneuse la plus célèbre du cinéma mondial. Allez, Naki Sisavane, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée, ma copine Mouna. Mais oui, Mouna est là. Parce que Mouna, ce qu'il faudrait savoir, c'est que Naki a dit je ne commence pas si ma copine n'est pas là. Donc, Voilà. Donc voilà, ça y est, on peut commencer. Naki, alors justement, on vient d'entendre Fatou Kinessen pour la critique. On vient d'entendre également Marie-Clémence Andrea Montapaes qui parle de l'affirmation de soi. Alors, vous, de Henri Duparc, qui vous a révélé, entre autres, enfin, dans le film Bal-Poussière, à aujourd'hui où vous êtes devenu incontournable. Et je rappelle, votre actualité, c'est la série Cacao sur Canal+. Comment, avec vos années de carrière, vous êtes-vous imposé et avez-vous vu évoluer la place des femmes d'où vous êtes, parce que vous êtes aussi productrice, vous avez vraiment une palette assez large. Ben, écoutez, disons qu'on a été obligé d'avancer et d'essayer de réaliser un peu ce que nos mamans, comme les Alika Soulé, les Hélène Diarra, parce que nous avons de très grandes comédiennes en Afrique, qui ont fait un travail formidable. Et nous sommes arrivés derrière, on a vu que les choses n'avançaient pas. C'est toujours compliqué de se faire un chemin dans ce milieu du cinéma, surtout pour les femmes. Ne serait-ce que pour les rôles. En général, les rôles importants, c'était toujours les hommes. À part des réalisateurs comme le feu Sembène Ousmane, qui a dédié toutes ses œuvres, voilà, aux femmes. Donc, c'était difficile quand même pour une comédienne de faire chemin parce que
tu le fais aussi par rapport aux propositions que les gens te font. Et donc, justement, ces propositions, parce que c'est bien aussi, enfin, moi j'aime qu'on rappelle de manière factuelle, hein, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, on pense à elle, les concerts, les consoeurs, vos consoeurs qui ont fait le livre Noir n'est pas mon métier. Qu'est-ce que vous avez eu, parce que c'est important que les gens entendent, quel genre de propositions, de rôle avez-vous eu d'un extrême à l'autre? Ben, écoutez, moi, c'est l'occasion de saluer des dames comme Aïssa Maïga quand même, qui sont en France, voilà, qui quand même a pu faire une carrière en France. Je vois un peu comment elle a pu, voilà, avec toutes les difficultés qu'elle a dû rencontrer pour faire ce métier-là ici. Moi, je suis ici en France, mais comme en tout cas, moi, je fais partie des comédiennes qui trient ce qu'elles acceptent. Parce que moi, j'ai déjà fait, ma carrière, je l'ai fait en Afrique. Et j'ai... Mince. Ah, le son. Ah, voilà. Donc, allô, Naki? Oui. Oui, on s'était arrêté à votre carrière que vous avez faite en Afrique. Ensuite. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ma carrière en Afrique et ensuite, je suis venue en Occident. Et très souvent, j'ai refusé de jouer ici parce que j'ai dit que la vie des gens ne commence pas ici. Je suis venue avec une carrière. Déjà, j'étais en Afrique, je venais à Cannes. Donc, ce n'est pas ici que je vais venir commencer à faire voilà, à accepter n'importe quoi. Donc, quand tu fais ce choix aussi, voilà, c'est un choix qu'il faut assumer. Ça veut dire que vous refusez clairement certains rôles stéréotypés auxquels vous avez pu être tout à fait confrontés. Oui. Voilà. Et alors, de bâtir, vous dites quelque chose d'intéressant, de bâtir une carrière africaine, est-ce que ça vous a rendu plus forte, plus exigeante? Tout à fait. Ça m'a rendu plus forte parce que déjà, moi, je viens du théâtre et la personne qui m'a formée au théâtre était quelqu'un de très exigeant qui écrivait des rôles pour moi parce que moi, je suis la comédienne pour qui on écrivait des rôles au théâtre déjà. Donc, voilà, j'avais déjà cette exigence, voilà, ce regard sur mon travail et tout. Donc, quand je suis venue au cinéma, j'ai essayé de suivre ça, de ne pas accepter n'importe quoi. Et Dieu merci, les réalisateurs quand même ont commencé aussi à écrire pour moi. Vous avez vu La nuit de la vérité de Fontanaco. Oui. Voilà, parce que c'est pas donné dans notre aux gens parce que ils ont des comédiennes, mais ils font souvent des rôles pour les comédiens. Mais moi, j'ai eu cette chance de quand même pouvoir voir dans ma carrière des gens écrivent des rôles pour Naki. Oui. Voilà. Alors, peut-être que la réputation que vous avez effectivement, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que effectivement, vous n'acceptez pas n'importe quel rôle. Est-ce que si on imagine un conseil à donner peut-être aux jeunes hein, qui vous regardent et puis ou à d'autres comédiennes, c'est qu'il faut garder cette ligne directrice là pour ne pas pour se faire respecter. Ben, pour moi, oui, parce que je me dis aussi que chacune part avec son arme. Et l'image, quand même, pour moi, l'image, pour une comédienne, c'est très, très important parce que c'est l'image, c'est notre image qui est notre fonds de commerce. Donc, il faut faire attention à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, bon, il y en a qui arrivent même à faire une carrière sur les réseaux sociaux, alors qu'elles n'ont rien fait encore. Oui. Donc, moi, je voulu. Et ça, ce nouveau médium, ces nouveaux médias, là, les réseaux sociaux, pour vous, ça rend encore plus... ça légitime encore davantage votre prise de position. Tout à fait. Parce que moi, je n'ai pas voulu me construire par les réseaux sociaux. Parce que comme je disais, tu as des comédiennes qui se construisent par les réseaux, qui ont fait qu'un film, mais qui sont partout sur les réseaux. Mais moi, j'ai voulu construire
mon image de comédienne d'abord sur un travail. Oui. Comme vous savez, dans la vie de tous les jours, quand même, je suis une activiste, donc au niveau féministe. Donc, je n'ai pas voulu que mon image soit associée à tout, quoi. Donc, faire du cinéma, si on vous résume, pour vous, entre autres, c'est être aussi activiste. Et ensuite, je vais passer à Mouna Ndiaye et puis à Nadia Raïs. C'est ça? Je n'ai pas entendu la dernière Faire question. du cinéma pour Nakissi, c'est aussi un engagement, c'est une forme d'activisme. Tout à fait. Tout à fait. Pour moi, c'est un engagement, c'est un combat au quotidien. Mouna Ndiaye, bonjour. Bienvenue. Alors, merci de nous rejoindre. On enchaîne tout de suite avec les propos de Naki. Hein. Faire du cinéma, dit-elle, c'est un engagement, c'est une manière d'être, de combattre. Hein. Est-ce que ça vous parle? Ah, le son de Mouna, il faut le micro. Il faut enclencher le micro. Comme ça? Voilà. Oui. Et voilà, c'est mieux. Bonjour, Oh, bonjour à vous toutes. êtes belle. Hein. Bonjour, ma copine. Bonjour. Ma copine. Ça va, copine? Bah, c'est Ça la va bien, mienne toi? aussi, hein, c'est la nôtre. Ouais. Oui. Belle. On va se la discuter. Alors, Non, mais faire du cinéma. Oui. ça me parle beaucoup, d'autant plus que Naki, ben, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est il y a quelques semaines, on va dire, quelques mois, juste avant que tout ne s'arrête. Oui. C'était à Luxor, au festival de Luxor. Et puis, on a pas mal discuté par rapport à nos engagements respectifs. Et effectivement, pour moi, faire du cinéma, c'est clair et net que c'est un engagement. C'est prendre la parole pour dire haut et fort ce que plein de gens pensent et n'osent pas le dire, notamment en particulier les femmes et les enfants ou les personnes vulnérables. Je pense qu'il est de notre devoir justement de se servir de cet outil pour essayer de porter une parole et de faire en sorte que les lignes bougent, de changer les choses et qu'on puisse avancer ensemble. Voilà. Alors justement, les symboles, ça vous connaît, hein, parce que vous êtes devenu au fil de votre carrière, qui est longue maintenant, hein, un de ces symboles. D'abord, comment avez-vous réussi à vous imposer dans cet univers, on va dire, masculin, au sens large? Comment j'ai réussi? Je ne sais pas. Je sais qu'il a fallu du temps. D'abord, c'est du temps. Beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et comme Naki, je viens aussi du théâtre. Et que le théâtre, il n'y a pas meilleure école pour poser des bases et pour pouvoir avancer dans ce métier-là. C'est vrai qu'un comédien de théâtre peut très bien jouer au cinéma sans problème, mais ce n'est pas dit qu'un comédien de cinéma puisse facilement jouer au théâtre. Donc, le théâtre est pour moi, le passage incontournable pour se construire, se fabriquer et avoir des bases. Après, c'est des choix qu'on fait. Il y a des gens qui préfèrent jouer au théâtre, il y a des gens qui préfèrent jouer au cinéma, il y a des gens qui préfèrent jouer dans les séries plutôt que dans des longs métrages. Ça, c'est des choix qu'on fait. Mais je pense que pour moi, un acteur avec un grand A doit avoir plusieurs cordes à son arc, doit avoir tous les outils nécessaires justement pour pouvoir passer de l'un à l'autre, que ce soit le théâtre, que ce soit le cinéma, que ce soit les séries, que ce soit par rapport aux propos qu'on veut dire, que ce soit par rapport à des messages qu'on veut porter haut. Je pense que c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc et d'avoir les bonnes bases. Voilà. On parle de porter haut, donc et fort, la voix des femmes. Vous, notamment, j'ai envie de vous ramener l'année dernière, vous avez incarné un de ces symboles aussi, parce que vous étiez membre du jury du festival de Cannes.
C'est un grand symbole. Et donc, c'est un symbole, comme dit Fatou Kiné, c'est un grand symbole, femme africaine, panafricaine, comme vous aimez vous définir. Comment, à ce moment-là, vous sentez sur vos épaules le fait de porter cette parole? C'est lourd, c'est énorme. Quand ça vient, quand on vous annonce la première fois que vous allez être dans le jury du Festival de Cannes, ça fait tout de suite paillettes, fête, on est content et tout ça. Et après, quand on se pose et puis on réfléchit, c'est une énorme responsabilité. Une énorme responsabilité et on commence à flipper un peu, à avoir peur, à se dire, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir porter? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'on se pose toutes ces questions-là? Est-ce que je ne vais pas trébucher sur le tapis? On se pose toutes ces questions-là. Et après, parce que ça, en général, on ne vous loupe pas dans ces trucs-là. En général, on ne vous loupe pas, quoi. Donc, et puis, je n'ai pas l'habitude de marcher avec des talons. Je suis toujours dans des tenues confortables et tout ça. Donc, je dis, voilà, il faut apprendre tout ça. Et... Ça c'est le côté, on va dire, c'est le côté paillettes vestimentaires. Mais j'aimerais. Ah, mais justement, c'est ce qu'on voit d'abord. Oui. Justement, c'est ce qu'on voit avant d'essayer de savoir ce qu'il y a après, ce qu'il y a derrière. Alors, dites-nous après, alors, il y a quoi? Il faut aussi faire attention à ça. Heureusement, bon, j'ai quand même des grandes sœurs aussi qui sont passées avant moi. J'ai demandé conseil à des personnes, voilà. Et j'ai fait appel donc à des amis stylistes, couturiers qui sont au Burkina. Ça aurait été en Côte d'Ivoire, j'aurais fait pareil. Ça aurait été en Guinée, j'aurais fait pareil. Au Sénégal, j'aurais fait pareil. Et ils ont suivi et je me suis dit, voilà, effectivement, de par mes origines diverses et variées, je me suis dit qu'il fallait que je porte l'Afrique dans toute sa diversité. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'était pas évident, mais j'ai essayé quand même de me battre et d'imposer cette diversité d'abord par le visuel, parce qu'on a quand même, culturellement, on a quand même beaucoup de choses et on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir les mettre en valeur. Donc, en ayant une vitrine, je me suis dit, c'est l'opportunité de le faire, parce que ça sert aussi à ça, le cinéma et les tapis rouges et tout, c'est de porter des messages, de porter une culture, de porter une parole. Donc, tant qu'à faire, autant s'en servir, en user, voire en abuser. Oui. Alors, est-ce que vous avez été le petit oiseau de curiosité? Est-ce que vous voulez partager avec nous peut-être un moment où vous vous êtes dit est-ce que je suis à ma place? Oui, j'étais seule, je voyais pas beaucoup de Naki, je voyais pas beaucoup de Hortense, je voyais pas beaucoup de Fatima, je voyais pas beaucoup de Maga. J'étais effectivement sur ce tapis rouge, je me sentais un peu seule. Mais cette solitude m'a menée à penser à toutes mes sœurs, toutes les autres, et ça me donnait de la force, que ce soit de toute l'Afrique, hein. Je parle de toute l'Afrique, pas seulement de l'Afrique subsaharienne, que ce soit des réalisatrices ou comédiennes ou productrices de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Sud. Je me suis dit, mais tout ça, c'est toi qui portes tout ça, mais vas-y, voilà, tu prends. Et puis voilà, c'est pour toutes ces personnes, toutes ces femmes que j'étais très fière et j'avais la force de porter tout ça sur ce fameux tapis rouge, comme on dit. Est-ce que pour finir pour l'instant, est-ce que ça marque une étape pour vous dans votre carrière, dans le vécu que vous avez de ce métier? Ben forcément, ça marque une grande étape et je parle jamais pour moi seule en fait. Je pense que seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va loin. Donc, pour moi, c'est vraiment une étape. Effectivement, j'ai eu la chance d'être, disons, le maillon qui nous a emmenés là-bas, mais je pense que ça s'est aussi fait parce que les circonstances qui ont fait que j'ai pu arriver. Mais je ne suis pas arrivée seule. Pour moi, c'est pas,
je ne suis pas arrivée seule, c'est toutes celles qui étaient autour de moi, où j'ai vu avant moi, qui m'ont permis aussi d'arriver là où j'étais. Et donc, je pense que c'est ensemble qu'on peut faire que l'image de la femme dans le cinéma change. Et comme disait Naki, on n'accepte pas un rôle à tout prix. On ne fait pas un film à tout prix, c'est un choix. Et à partir du moment où on fait ce choix, on l'assume. C'est pas grave si c'est un nom qui vous propose un rôle. S'il y a quelque chose que vous ne voulez pas faire dans le film, vous ne le faites pas, il n'y a pas d'obligation. Ça ne va pas vous empêcher d'avancer ailleurs et dans des convictions et dans ce que vous avez envie de véhiculer comme image. C'est un choix et chacun assume les choix qu'ils font. Chacun assume les choix qu'ils font. Je ne suis pas contre tous les mouvements qui se mettent en place sur la persécution, sur le harcèlement, sur le manque de rôle. Je ne suis pas contre, c'est vrai. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut s'arrêter, il faut se poser des questions et se dire, OK, là, ça ne marche pas, là, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux dire, où est-ce que je veux aller? Et prendre cette direction. Et on ne peut pas passer son temps à piétiner sur ce qui ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, on met de côté et on va ailleurs. Donc, je comprends tous ces combats, j'adhère à tous ces combats, mais il y a un moment donné, on doit nous-mêmes se poser la question et se dire, qu'est-ce que moi, je fais? Quel engagement j'ai pour justement pouvoir faire changer les choses? Voilà. Alors, une qui fait changer les choses, on passe tout de suite à Nadia Raïs aussi. Alors, Nadia, bonjour, vous êtes née à Tunis et vous faites partie justement de ces femmes qui osent, puisque vous avez embrassé la carrière, on va dire, de réalisatrice, mais pas dans n'importe quel genre. Oui. Alors, justement, oui, donc, comment ça s'est voilà. passé? C'est le film d'animation. Donc, moi, j'arrive de l'école des Beaux-Arts, donc c'est le dessin. Ça n'a jamais démarré ni avec des caméras, ni avec des acteurs. Non, donc, ça a été le dessin. Ça démarre en général avec une idée, avec une esquisse, avec des personnages. Souvent, moi, je travaille beaucoup en démarrant aussi avec des tableaux. On en voit un là qui est derrière moi. Donc, ça, souvent, ma recherche, elle est basée sur mes peintures. Et donc, voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, au fait, le dessin animé, soit en Tunisie ou même ce que j'ai vu dans le monde entier, reste en lui-même aussi marginalisé. On n'est pas dans un contexte juste d'être une femme, parce que une femme, déjà, dans le dessin animé, c'est très rare. Oui. Ce n'est pas qu'en Tunisie, ce n'est pas qu'en Afrique, c'est pas qu'en... c'est aussi en Europe, c'est quand on parle de dessin animé, des fois les gens y répondent bande dessinée par exemple. Quand on voit mon travail et quand on est dans des festivals, des fois, minimum peut-être 5 fois, des personnes mais vraiment très différentes, des fois on me demande, Nadia, quand est-ce que tu feras un vrai film? Et ça, c'est une question que je n'ai jamais pu répondre. On ne peut pas... C'est déjà, je crois que rien que ça montre qu'on est marginalisé. Comment on peut faire un film, un court-métrage où on met 2 ans, donc on met beaucoup de temps, et après les personnes, ils nous disent quand est-ce que vous allez faire un vrai film. Donc, alors, est-ce que ça c'est pas le point commun à toutes quand on vous demande peut-être parfois quand est-ce que vous aurez un vrai métier, quel est votre vrai métier? Oui, et en plus, déjà la question d'avoir un vrai métier autant qu'artiste, parce que c'est déjà ça, mais aussi comme forme d'art, le dessin animé, quand on nous répond que c'est de la bande dessinée ou que c'est souvent aussi on est par exemple dans une sélection, il n'y a pas beaucoup de festivals aussi de films d'animation, il y en a mais pas beaucoup, donc des fois aussi on est invité parmi une sélection en fait qui est des films de fiction, et c'est vrai qu'il y a quelque chose où on reste il n'y a pas d'acteur, par exemple. Donc, le film l'approche n'est pas la même. Il n'y a pas l'identification, en fait, ne se fait pas de la même manière. Quand on voit un film fiction, il y a des acteurs, on s'identifie, il y a une psychologie, il y a quelque chose qui est là, que nous, au moment où on fait partie d'un autre groupe, des fois,
on a l'impression qu'on n'existe pas vraiment, voilà, réellement. Donc, ce n'est pas une histoire de femmes, je ne pense pas, notre problème. En tous les cas, en Tunisie, nous sommes très solidaires ensemble. Moi, avec le groupe avec qui je suis, on se penche plus sur le problème qu'on soit marginalisé, comment faire exister le film d'animation en Afrique, dans notre pays. Comment avoir peut-être créé un festival. On n'a pas non plus d'école. Les écoles, il y a deux écoles, mais c'est des écoles juste plus techniques qui font de la 3D, en fait, de la modélisation. Donc, ils ne sont pas vraiment dans l'écriture et dans le film d'animation d'auteur. Donc voilà, je crois que la question se pose là. Après, bien sûr, ce n'est pas une raison qu'on s'arrête. Je pense que comme beaucoup parmi nous, là, la conclusion, c'est qu'on ne s'arrête pas sur les problèmes non plus. Personne ne nous oblige à faire ça, on aime ça. Moi, si on me dit pourquoi je ne fais pas un vrai film, c'est une chose, voilà, c'est vrai que ça me touche, ça me vexe un peu aussi. Mais ce n'est pas une raison d'arrêter. Je ne vais pas arrêter. C'est une façon d'exister, en fait, et de pouvoir dire ce qu'on aime, de dessiner. Donc, chaque fois, ça avance. On crée des univers, on est un peu dans notre bulle imaginaire. Et ça part de là. Vous existez également donc en vous, j'allais dire en utilisant votre africanité, puisque dans Briska, votre film, vous adaptez c'est un conte, hein, je crois, égyptien, c'est ça, sur un nouveau monde, donc vous, la Tunisienne, qui reçoit l'étalon de Yenenga au Burkina Faso. Donc comment vous ancrez votre travail dans votre Afrique? C'est vrai que c'est une question. En fait, souvent on me dit ça. Alors, la Tunisie, c'est vrai c'est une qualité. Je vois ça comme une qualité. C'est un pays qui est au même temps africain, mais il a son identité africaine, maghrébine, berbère, méditerranéenne aussi, arabe. Donc, en fait, on est des fois, on peut se sentir un peu à part parce qu'on n'est pas à 100%, en fait, on est de tout ça, un peu de tout ça. Par exemple, moi, je vais des fois dans les festivals de films arabes et quand on me regarde, on me dit Nadia parle arabe littéraire, on ne vous comprend pas, alors qu'eux, ils ne parlent pas arabe littéraire. Donc, on est toujours dans ce contexte où on essaye d'être, en fait, de faire partir d'une certaine identité, qu'elle soit arabe mais moi je vois aussi que c'est aussi une richesse parce que la Tunisie n'est pas des bouts qui sont comme ça réduits, c'est le contraire, c'est une culture qui est très riche, je pense que la Tunisie aussi, le fait qu'on soit stratégiquement vraiment au milieu de la Méditerranée, il y a une place qui historiquement Afrique, on devient comme ça. Et voilà, donc c'est venu un peu de tout ça. Après, c'est pas non plus calculé, dire je vais faire du graphisme, un univers qui nous rappelle beaucoup. C'est venu comme ça, c'est de plus en plus, en fait. Que ce soit au niveau musical, les dessins, les personnages, ils sont en train de... Donc voilà, c'est mon inspiration, les choses que j'aime, la musique, je m'identifie autant que dans toute cette richesse, je m'identifie à un monde africain, plus qu'arabe, par exemple. Alors que l'adaptation en elle-même, elle est arabe. Donc, c'était un peu aussi voulu. J'ai pris une adaptation donc de Tawfiq al-Hakim, qui est égyptien. Et quand je l'ai adapté, c'est devenu une œuvre africaine, moitié un peu berbère africaine. Oui. Voilà. Et c'est le prochain là qui est en cours, c'est pareil aussi. Je travaille avec beaucoup donc là je bouge sur une technique de collage et je suis dans un monde qui est complètement dans la récupération, et c'est universel d'abord, mais si on voit le graphisme, voilà, c'est plus la culture africaine. C'est une richesse comme ça de choses où on peut créer de la poésie. À partir de rien, en fait, on peut récupérer des objets et ces objets, on donne quelque chose de nous et on donne une dimension poétique. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que je rencontre beaucoup dans notre culture africaine.
Alors, un point commun avant de passer donc la parole aux intervenants pour une petite session de questions-réponses très courte. Le point commun que vous avez toutes, c'est que évidemment, on va dire que vous ne demandez pas pardon avant de faire, quoi. Vous faites, vous agissez, toutes, mesdames. Mais est-ce qu'il vous arrive par moment de vous servir de votre genre ou de vous dire, voilà, parce que je suis une femme, alors je vais faire plutôt ça, plutôt telle autre chose ou pas? Est-ce que le genre est un frein ou alors un formidable booster pour vous? Dans le Moi, je peux travail. répondre? Oui, Naki. Bah, écoute, moi, je m'en sers beaucoup, hein, parce que moi, vous le savez, hein, en tant que féministe, Mounari, je sais qu'elle n'est pas d'accord avec ça, mais Ça, pas du je dis tout. quand même que, bon, enfin, ça n'engage que moi. On ne peut pas, voilà, pour nous, on ne peut pas laisser les choses continuer comme ça parce qu'il y a des générations qui nous suivent. À un moment, il faut aussi qu'on fasse en sorte que un métier, donc si on n'est pas, on ne peut pas faire les choses pour la génération qui arrive après. Donc, c'est en cela que si j'ai un choix à faire au niveau de 2 scénarios et qu'il y a un qui va, voilà, plus dans le sens du genre, en tout cas, je choisirai celle qui va faire avancer la cause des choses. Parce que en Afrique, le combat de la femme est énorme. Voilà. D'autres pour la parole? J'ai vu Mouna réagir aussi. Non, en fait, Nadia. Effectivement, je ne dirais pas directement comme Nafi que je m'en sers. Enfin, on s'en sert de manière positive parce qu'il faut faire très attention aux mots. Oui. C'est très important, de manière positive. C'est-à-dire que, exactement comme dit Naki, je ne vais, quelle que soit la personne qui va me proposer un scénario, même si c'est, je ne sais pas, un grand des grands ou une grande des grandes, s'il y a quelque chose qui ne me convient pas, je ne vais pas accepter de le faire. Mais je ne vais pas me revendiquer parce que je suis une femme, il faut absolument que je fasse ce film-là. Non, je ne vais pas user, disons, de certains atouts, de charme ou de quoi pour avoir un rôle. Je vais d'abord mettre en avant ce que je sais faire par rapport à un rôle, ce que je peux apporter au film d'abord, et c'est tout. C'est pas dire que parce que je suis grande, parce que je porte des lunettes, parce que j'ai des yeux bridés ou parce que je suis machin, pour pouvoir avoir un rôle. Non. C'est par rapport au contexte du scénario et ce que moi je peux apporter au film. Et même si je suis réalisatrice ou productrice, si ça vient un jour, je ne choisirai pas quelqu'un, disons, par rapport à ce qu'on pourrait me proposer en aval. Je veux dire, j'écris un personnage, je crée un personnage, la personne, même dans son mental, doit pouvoir correspondre au personnage. Ce n'est pas une histoire d'apparence, parce que le rôle du comédien, ce n'est pas seulement d'interpréter, c'est d'incarner. Et quand on dit incarner, c'est se transformer, c'est s'accaparer, s'approprier un personnage. Quelqu'un peut correspondre physiquement à un rôle ou à un personnage qu'on a écrit. Mais au niveau de la pratique, si la personne n'arrive pas à incarner au niveau émotionnel, le comédien, c'est une pâte à modeler, en fait. C'est une pâte à modeler. Il se transforme, il s'emboîte, il comprend le personnage et puis il l'incarne. Ce n'est pas juste une apparence physique. Il faut qu'on arrive à comprendre aussi ça dans notre cinéma ici.
pas juste quelqu'un qui correspond à un rôle qu'on a écrit. C'est tout un univers. Comme dirait celle qui fait du cinéma d'animation, je n'ai pas vu le prénom écrit en bas. Nadia. Nadia. Rice. Je veux dire, ce sont des univers, donc il faut s'imprégner de ces univers. Moi, j'adore les dessins animés, par exemple. J'adore cet univers-là. Et donc, pour moi, les personnes qui font du dessin animé juste pour faire une transition, ils sont tellement dans la tête des personnages, tellement dans l'univers des personnages qu'ils créent. Et au cinéma, on devrait aussi être dans tous ces univers-là. Et pour moi, l'acteur ou l'actrice, celui qui interprète, doit rentrer complètement dans cet univers-là. Il ne s'agit pas juste de dire un texte, de réciter un texte, qui est tout un univers autour. C'est pour ça que j'adore ce métier. C'est pour ça que nous adorons ce métier. N'est-ce pas, Naki? Et c'est pour ça que vous faites avec talent et depuis si longtemps. On n'a pas entendu Marie-Clémence ni Fatou sur la question du genre. Alors, moi, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que tout à l'heure, Mouna, tu disais que la responsabilité que ça devait être d'être dans ce jury à Cannes. Moi, ce que je peux dire, c'est que quand j'ai entendu le palmarès, j'étais dans mon fauteuil là, avec mes proches, ceux que j'aime autour de moi, et j'ai dit « Ah, c'est Mouna, c'est Mouna, c'est Mouna !» Quelle responsabilité, Mouna! Dans le palmarès, à quel point ta présence a été extrêmement, extrêmement enrichissante pour ce jury l'année dernière. Alors, on rappelle, de John Benoît en passant par Les Misérables et Atlantique. Ça m'a rendue très fière. J'étais très, très… Toi, tu dis c'est l'image, etc. Mais ce n'est pas que l'image, c'est vraiment la fierté. C'est-à-dire que l'effet d'avoir Mouna sur ce tapis rouge et surtout dans ces tractations, dans ces délibérations qu'on imagine mais qu'on ne voit pas, pour moi, ça a eu l'effet, comment dire, le Marvel, j'ai un blanc. Le Wonder Woman, non, l'avant-dernier. Hein? Aide-moi, Fatou. Ça a eu le même effet. Wakanda. Voilà. Mais ça ne s'appelle pas comme ça. Oh, Black Panther. Black Panther, oui, c'est ça. Oui, mais sauf que Black Panther, ce sont les Américains qui imaginent l'Afrique. Oui, oui. Alors que les Wakanda, il y en a plein. Ça a eu cet effet-là, un effet vraiment ça m'a tiré, ça m'a fait un bien fou. J'étais contente de voir Mathis sur scène. Je me suis dit, c'était beau, quoi. C'était beau et ça m'a vraiment, ça a donné un coup de boost et d'énergie. Super. Donc, jamais eu l'occasion. Oui, mais Marie-Clémence, juste justement une petite précision là-dessus. Est-ce que ça voudrait dire justement que du fait de la présence de Mouna dans ce jury international, les films primés ressemblent davantage à Mouna qu'aux autres? Question très simple. Si ni le film d'Atlantique, ni le film de Mati n'avait été primé, je vois Fatou qui sourit, là, la grosseur, ni Les Misérables, par exemple, ni John Benoît, qui était lui asiatique, est-ce qu'on aurait dit que Mouna n'avait pas été assez influente? Oula! Oh non, mais question, allez, on est là pour tout se dire. Non, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes entre nous, on peut tous dire. Aide-moi. Non, mais c'est quelqu'un d'intéressant. Je pense surtout que ça a permis, tu utilisais le mot rendre visible, c'est-à-dire de tout d'un coup mettre ces auteurs, ces films dans un écrin et à égalité. C'est surtout ça, c'est-à-dire on parle beaucoup de l'égalité homme-femme. Moi, j'aimerais qu'on parle plus d'égalité des cultures, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en Afrique en train de courir pour être un jour l'Europe. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et
Et il y a effectivement en animation aussi, mais il y a une énergie, une puissance de création en Afrique dont le reste du monde a besoin. Et il n'y a que nous qui pouvons le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui pouvons le dire. Il faut vraiment inverser la vapeur là-dessus. Et c'est pour ça que j'étais très, très contente l'année dernière. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait avancer beaucoup. Alors, on va terminer avec quelques questions. Oui, Fatou, oui, c'est juste que si on pense ainsi que le palmarès a été ainsi fait de l'année dernière de Cannes, ainsi fait parce qu'il y avait Mouna, c'est réduire un peu, en tout cas, les films qu'on a eu à primer, alors que c'est des grands films qui ont eu à être primés. Bien sûr. Pour revenir à la question de tout à l'heure, si on mettait le genre en avant, pour moi, je me dis que si on met le genre en avant, on défigure un peu le mérite. Parce qu'il faut, je crois, mettre en avant le mérite, qu'on soit homme ou femme. Et là, on pourra un peu boxer, entre guillemets, dans la même catégorie que les hommes. Il faut toujours mettre en avant le mérite, pas notre statut de femme. En tout cas, c'est tout ce que je fais de manière générale à la FAC, à la Fédération des critiques de cinéma. Et c'est ce que j'encourage aux femmes en général, à qui je parle, de mettre en avant toujours le mérite au lieu du statut de la femme. Même si, par occasion ou bien dans certains contextes, on peut utiliser ce statut, mais ne pas toujours le mettre en avant, mais surtout le mérite. Et là, je crois qu'on pourra surpasser les hommes. Alors, il faut qu'on se comprenne bien, hein, quand on parle de genre, on n'est pas... Il y a débat dans le débat, là. Voilà. Oui, c'est les deux. Voilà, c'est les deux en même temps. Le genre, c'est masculin et féminin. Mais tout à fait. On n'est pas en train de dire que bon, ça va être un truc pour aller séduire pour que les femmes soient là. Non. Moi, je me réjouis, par exemple, que toi, Fatou, tu sois à la tête des critiques. Parce que pourquoi il y a des critiques féminines et on ne peut jamais les mettre à la tête des mouvements. Ça ne veut pas dire que nous sommes moins méritantes que les hommes. C'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr. Bien sûr, il faut être combatif et solidaire au féminisme, en tout cas à la promotion de la femme dans les différentes structures. Mais il faut à chaque fois mettre en avant le mérite et pas le statut simplement pour en arriver au bout. Alors, nous allons ouvrir quelques micros. Est-ce qu'il y a des questions pour ces femmes fortes? Oui, non, qui? Alors, l'idée, c'est vraiment d'allumer votre micro et d'être courte, précise, concis. Qui veut parler? Qui veut... Oui, bonjour, c'est Aimé. Oui, bonjour Aimé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ma question, ça serait peut-être... Oui, bonjour, Aimé Besson, je m'occupe du cinéma au ministère des Affaires étrangères à Paris. Et j'ai suivi avec grand intérêt votre discussion. Et ma question maintenant, ce serait de savoir si vous avez des idées de projets concrets à mettre en œuvre à l'échelle peut-être du continent ou enfin voilà je sais pas, un festival ou quelque chose en fait qui puisse mettre en avant et participer de toute cette dynamique dont on a parlé. Alors, est-ce qu'on prend une salle de questions peut-être? Deux, trois questions. Moi, je pourrais intervenir. Olga. Bonjour. Bon, c'est vrai que c'est une question et c'est aussi une petite intervention. Déjà, je suis très honorée d'être là avec toutes ces aînées que je vois d'habitude un peu de loin et à laquelle je participe à une conférence aujourd'hui. Alors, je m'appelle Olga, je suis là pour le compte de l'opération 7 jours pour un film que certains d'entre vous connaissent, qui est un atelier de cinéma, une opération itinérante et gratuite en Afrique de découverte, de promotion et des talents cinématographiques et audiovisuels féminins de demain. Alors, dans toutes les interventions qui ont été faites, surtout vers la fin, je rejoins un peu l'avis de Marie-Clémence qui disait vraiment qu'en Afrique, il
il y a une énergie de créativité qui existe et qui a besoin d'être exposée. Parce que justement, par exemple, parlant de l'opération 7 jours pour un film que vous connaissez d'ailleurs bien, Hortense, nous avez suivi au Burkina. Parce que la télé est itinérant. On l'a fait au Burkina, on l'a fait au Togo dernièrement et on venait de terminer à peine l'opération au Sénégal, justement lors de du festival Film Femme Afrique. Je salue du coup Fatou Ciné. Et justement, il y a une énergie de créativité de femmes qui existe. Et c'est vrai que quand on parle de compétences, mais si déjà dans ce qui se fait au quotidien, ces femmes ne sont pas représentées, il serait difficile de voir les compétences qu'elles ont. Parce que, bon, à chaque fois, on dit, bon, quand il y a des femmes, on dit, oui, on la prend parce que c'est une femme. Mais si déjà, dès le départ, il y a un certain, entre guillemets, patriarcat qui est quasiment imposé dans le milieu. Parce que, bon, par exemple, l'opération pour laquelle je travaille, au départ, elle était mixte. Mais on s'est rendu compte, quand on lançait des appels à scénario, c'est beaucoup plus les hommes qui postulaient. Donc, même si on voulait faire une parité, c'était difficile quand on reçoit 100 scénarios. Et parmi les 100 scénarios, il y a 10 scénarios de femmes et 90 scénarios d'hommes. Et si on veut 10 candidats, comment est-ce qu'on fait la parité? C'est compliqué parce que bon, ces femmes-là ne sont pas habituées à se mettre devant. Elles se disent que bon, c'est pas trop pour elles. Donc, en rendant l'opération mixte, déjà, on a incité ces femmes-là à avoir le courage de postuler. Et donc, du coup, en mettant un peu plus l'accent sur le genre, c'est aussi plus facile pour ces femmes-là d'entrer dans des métiers ou dans des secteurs dans lesquels elles n'avaient pas facilement accès. Donc, je vais aussi rejoindre un peu la question d'Aimé qui a intervenu tout à l'heure pour dire, est-ce que vous, justement, est-ce qu'il y a des projets ou des structures qui sont en projet d'être mises en place? Parce que, bon, 7 jours pour un film, on compte faire, en tout cas, on a commencé à faire à peu près 2 à 3 opérations par an dans différents pays. Et nous également, nous aimerions bien entendu nous associer, avoir le support des femmes comme vous qui sont là depuis des années, qui sont des références dans le domaine de cinéma, que ce soit en Afrique et ailleurs, afin d'aider ces jeunes filles-là, parce que c'est des jeunes femmes, elles font des films, elles ne sont pas forcément du milieu du cinéma. Et d'ailleurs, au dernier festival, par exemple, Vue d'Afrique, là, on a la réalisatrice togolaise qui est une jeune journaliste, a fait son tout premier film. Elle a eu la mention spéciale du jury à Vue d'Afrique au Canada. Alors, ça, c'est un truc, oui, ça, c'est un truc que sans des opérations comme ça qui sont gratuites, qui vont chercher les filles dans les pays, qui leur disent venez apporter des scénarios, on vous fait des ateliers, on vous fait faire vos films en 7 jours. C'est pas aisé pour elles d'intégrer ce genre de milieu en dehors des métiers prédéfinis comme maquilleuse de cinéma ou bien actrice ou bien décoratrice. Nous, on essaie un peu de les faire venir vers des postes plus techniques, donc liés à la production, liés au cadrage, liés à la post-production. À l'écriture aussi, hein, si je me souviens. À l'écriture aussi, justement, à l'écriture aussi. Ça aussi, il y a des histoires à raconter. Alors, merci Olga. Oui, merci Olga. Donc la parole est à vous, mesdames. J'imagine que Naki, Mouna, Nadia, Fatou et Marie-Clémence ont des tonnes de projets. Ça, je crois que c'est la question à ne pas poser. Donc, répondez-vous à Aimé Besson et à Olga Tillon. Bonjour Catherine. Oui, je vois Catherine. Vous me permettez Catherine est arrivée. Supplémentaire, Hortense? Avec vos vieux cheveux blancs. Je voulais d'abord vous dire que j'ai trouvé que c'était vachement passionnant cette discussion. Mais je voulais revenir, poursuivre ce que disait Olga, sur un problème qui me semble quand même capital, c'est celui des productrices. Alors, Marie-Clémence est là, j'aimerais bien qu'elle nous parle de son expérience parce que c'est hyper difficile. Je sais qu'il y a quelques mois, Marie-Clémence avait presque envisagé de mettre ta clé sous la porte. Alors, évidemment, Olga, tu as raison, il manque des techniciennes, il manque des scénaristes, etc. Mais tant qu'il n'y a pas des productrices, Maïmouna, tu ne vas pas me dire le contraire. Je pense que ou même Naki, les rôles ne seront pas aussi beaux pour les femmes que si on avait des productrices. Par contre, c'est extrêmement compliqué. J'aurais bien aimé avoir le témoignage de Marie-Clémence là-dessus et de vous toutes d'ailleurs. Voilà. Alors, trois questions, du moins 2 qui se recoupent. Quels projets peuvent être impactants pour répondre à la question d'Aimé Besson et d'Olga Tillon, et puis Catherine Ruel, la réalité, l'absence de productrice déjà, et puis la réalité vécue par Marie-Clémence. Alors, moi, j'aimerais parler des projets quand même en Afrique. Les projets, disons que nous, en Côte d'Ivoire, nous avons le FESTILAG, le Festival international du film des Lagunes,
qui d'ailleurs voilà, a fait sa dernière édition. Au cours de cette édition, il y a quand même eu la toute première Assemblée générale des comédiennes que nous avons organisée et qui a donné lieu à la création d'une association des comédiennes africaines de l'image nommée ACAI. Donc, une manière de s'organiser et de structurer notre métier. Voilà, à travers l'ACAI. Je peux intervenir? Je te laisse, Marie. Pour répondre à la question de quoi faire, moi, je suis devenue productrice par nécessité. Effectivement, c'était pas, oh là là, il y a des gens qui font des études en voulant être producteur, en voulant un jour avoir un gros ventre et un gros cigare. Non. Alors, l'avantage, est-ce que les femmes ont des gros ventres et des cigares? Il n'y en a pas ici aujourd'hui. Pour l'instant, pas beaucoup. Non, ouais, je ne pense pas. Et donc la question, c'était, bon, c'est surtout, je me prends de passion pour un film, pour une idée, pour voilà, un désir de film, c'est comme un bébé. Et ensuite, c'est mettre son énergie pour que ce bébé, ce film, voit le jour. En Afrique, c'est particulièrement compliqué parce que on n'a pas du tout de moyens de se former à ça, en tout cas à la production assez rarement, en fait. On apprend toujours sur le tas. C'est toujours quelque chose qu'on apprend sur le tas. Si on a la chance de travailler avec d'autres gens qui sont plus forts que vous, qui savent plus. D'ailleurs, dans ce milieu, je dois dire que ça m'arrive assez souvent de prendre mon téléphone et d'appeler d'autres, souvent des femmes d'ailleurs, d'autres productrices pour dire voilà, il m'arrive ça, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et je dois avouer que le réseau fonctionne assez bien. Après, ça fonctionne assez bien, cette chose de vraiment, c'est sur le tas. Du point de vue, alors moi je produis, mais je ne produis pas que des femmes, je produis pas, même assez rarement, je produis pas et je produis pas que des cinéastes africains non plus, c'est plutôt, et pourtant mes films parlent toujours quand même de nos réalités, c'est-à-dire que là par exemple on vient de sortir cette année, on s'est fait rattraper par le Covid, à Ngussou, qui à la limite, pour moi, le problème, c'est que justement, il n'est ni fait par une femme, ni fait par un Africain, et pourtant, c'est un film tellement profondément qui parle d'une histoire de femme africaine très, très sincère et très forte. La comédienne est formidable et tout. Et ben, la difficulté pour moi aujourd'hui, c'est effectivement donner à voir les films. Il y a des films formidables. Il y a des projets de films formidables et là où c'est le plus difficile, c'est l'accès aux salles, l'accès au public, parce qu'on est maintenant dans un monde où il y a tellement de films. Je crois qu'en France, alors je ne connais pas les chiffres partout en Europe, mais je sais qu'en France, on arrive parfois à des moyennes de 30 films par semaine. Donc vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Chaque semaine, il y a de nouveau 30 films qui arrivent sur le marché. Donc vous, quand vous êtes le distributeur d'un film qui a mis parfois 2, 3, 4 ans pour se faire et que ce film doit rencontrer le public, ce problème de l'accès aux salles, de l'accès à la notoriété, pour moi, c'est là que vraiment ça se pose, que repose toute la difficulté du cinéma africain aujourd'hui. C'est comment on devient un film comme n'importe quel autre film. Alors, est-ce que je complète un peu une autre question pour vous, Marie-Clémence? Est-ce que justement, ça ne demande pas qu'on développe davantage les publics africains en réouvrant des salles, parce que c'est 1,5 milliard d'habitants, allez, soyons optimistes, c'est quand même un certain public. Donc, est-ce que ça ne demande pas ça,
Alors la oui, situation oui. actuelle. Pardon. Sauf que il y a des projets, c'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'il y a des projets, énormément de projets en Afrique aujourd'hui d'ouvrir des multiplexes. Simplement, il faut voir quelles sont les programmations qu'il y a dans ces multiplexes. Moi, j'ai cru comprendre, enfin en tout cas à Madagascar, à Tananarive, ils viennent d'ouvrir un canal Olympia, comme il y en a beaucoup ailleurs. Il y en a, je crois, au Sénégal, au Burkina. Bon. Quand vous regardez la programmation de ces salles, vous avez du 99,9% d'Universal là-dedans, ou des films hollywoodiens, c'est-à-dire qui sont très, 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 très éloignés, qui sont là pour... voilà, qui sont là parce que c'est un marché très offensif et qui arrive à s'imposer comme ça. Mais nos films ont très, très, très difficilement accès à ces salles. Et malgré tout le travail formidable qui est fait par les festivals, on ne peut pas résumer la vie des films dans nos pays à une journée ou une semaine de festival dans ces multiplexes. Ça, c'est le point aujourd'hui sur lequel je me bats personnellement, alors que je suis réalisatrice, productrice, etc. Mais le problème de l'accès aux salles de cinéma des films qui viennent de nos auteurs d'Afrique, c'est un problème assez grave. Marie-Clémence, oui. En fait, moi, j'aimerais partager quand même le cas de la Côte d'Ivoire. Vous savez, on dit de construire un public. Le public cinéphile existe déjà en Afrique. Merci. Merci. La Côte d'Ivoire, où je vous parle, il y avait plus de 80 salles de cinéma en Côte d'Ivoire. Moi qui vous parle, je suis venue dans le cinéma parce qu'il y a un cinéma qui existait dans nos quartiers. Il y a un cinéma populaire qui existait. Tu voyais des femmes qui n'ont jamais été à l'école, qui partaient aux séances de 10 heures, 14 heures, 16 heures, 18 heures, 20 heures. Elles partaient même du marché pour aller regarder une séance et elles retournaient au marché. Mais le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'après, les églises ont récupéré ces salles. Et aujourd'hui, nous sommes allés justement avec le projet du Festilag pour essayer de redynamiser le secteur du cinéma et travailler sur la réouverture des salles. Mais nous avons fait ce travail, mais on n'a pas eu les moyens pour réouvrir les salles. Moi qui vous parle, j'ai fait du porte-à-porte. Je suis allée voir toutes les personnes qui avaient des salles. Parce que c'est nos papas et tout qui ont construit les salles. Donc, ils étaient d'accord pour cette réouverture des salles. Mais on n'a pas été suivis. Ceux qui ont les moyens, ils sont venus construire ces grandes salles qui ne donnent pas l'accès au peuple. Imaginez un jeune qui veut aller au cinéma avec sa copine. Vous allez lui dire de payer 5 000 francs par place. Mais il ne va pas y aller. 5 000 francs, ça fait 10 000. Et après, il faut qu'il prenne le taxi. Après, il faut qu'il puisse boire une petite collation. Donc, ce n'est pas des choses qui ont été construites pour nous. Alors, donc, l'Afrique gagnerait à réouvrir nos salles populaires parce que le cinéma est une chose populaire chez nous. C'est pour ça que le Festilag a dit qu'elle n'ira pas dans les salles. On va continuer à aller vers notre public, quitte à faire en sorte que ça reste dynamique et continuer à construire un public de jeunes. Plus tard, quand on aura les moyens, quand on ouvrira ces salles, que ces jeunes puissent déjà aller au cinéma. Donc, le travail a été fait. Il y a des têtes d'affiche, il y a un public, mais on ne nous donne pas, ce public-là, on ne lui donne pas les films qu'ils ont envie de voir dans nos salles. Oui, et je voudrais... À un moment, il faut que nous aussi, nous les Africains, nos dirigeants, ils s'impliquent. On ne peut pas toujours attendre les autres. Et nos dirigeants aussi prendre conscience parce que on a eu beaucoup lors de ces échanges le mot quand est-ce que tu vas faire un vrai film. Il y en a qui disent dans l'animation, nous en documentaire, ça fait des siècles qu'on nous dit, mes propres enfants me disent mais quand est-ce que tu vas faire un vrai film. Donc cette question-là, elle est aussi un peu collée
au cinéma, nos cinémas locaux. C'est-à-dire que, et j'aime pas déjà ce mot locaux, ça veut dire low cost un peu. Oui. Il y a un petit côté comme ça. Non, nous avons des films extraordinaires. Nous avons vraiment des films qui méritent d'être vus partout, partout. Moi, j'ai la chance cette année c'est un hasard extraordinaire où j'ai décidé que l'Atterri de production serait le distributeur en salle du film de Dieudo Hamadi, En route vers le milliard. Oui. Et on vient d'apprendre il y a très peu de temps qu'il faisait partie des films De la sélection. sélectionnés par Cannes. Et ça, en fait, c'est une chose extrêmement importante parce que pour nous tous, cinéastes d'Afrique, ça veut dire hey, c'est aussi bon que Wes Anderson, hein? C'est sûr. Et puis surtout, non, ce serait bien de dire que c'est aussi bon que n'importe quel autre réalisateur du continent. Je choisis Wes Anderson exprès parce qu'il y a effectivement, moi, quand je vais à Madagascar et que je demande à ce que mon film soit programmé au cinéma, la personne me dit « Ah, mais madame, on ne montre pas ce genre de film ici, hein !» Je crois que quand Marie-Clémence... C'est ça. Et là, je crois qu'il y a un vrai travail à la fois de programmation et aussi de remettre la magie du cinéma, c'est-à-dire que le cinéma, c'est sur grand écran. Le cinéma, il faut qu'on s'immerge dans l'image, il faut qu'on soit absorbé, qu'on soit beaucoup plus petit que cette image immense. Et ce n'est pas parce que vous avez l'image qui bouge dans votre main, là. Ce n'est pas du cinéma, ça. Hein. Ça, c'est du Marie-Clémence. Marie-Clémence. Oui, mais Marie-Clémence, c'est peut-être générationnel aussi. Avant de donner la parole à Mouna, c'est peut-être générationnel aussi, parce que les jeunes gens aujourd'hui, et en plus là, le Covid nous ont fait la formidable démonstration. Ils sont davantage sur des petits écrans, comme nous là aujourd'hui. Et on peut aussi leur donner du cinéma et s'adapter, je pense. Mais Mouna. Oui, en fait, je voudrais revenir sur ce que Marie-Clémence dit. Par rapport à la production, c'est vrai que quand on a envie de dire des choses, quand on a envie de raconter des choses et qu'on ne trouve pas, parce que les sujets que vous abordez sont difficiles ou délicats, on ne trouve pas les bonnes personnes pour vous accompagner, on devient producteur à défaut. Je connais plein de gens qui sont devenus producteurs à défaut. Sauf qu'ils deviennent producteurs à défaut pour pouvoir financer et faire leurs films. Et du coup, ils ne reviennent plus réalisateurs, ils perdent leur créativité. Et pour moi, ça, c'était un danger. Moi, j'ai fait des documentaires, effectivement, où je me suis retrouvée à défaut productrice parce que, comme c'était des sujets délicats, personne n'a voulu m'accompagner. Mais je ne veux pas être productrice. Je souhaite raconter des histoires, rester dans l'artistique, rester dans la créativité et avoir un producteur qui puisse m'accompagner. Mais la situation faisant en Afrique, tu te dis, bon, j'ai deux possibilités. Ou je laisse tomber, ou je fais en sorte de faire voir ce que j'ai envie de dire et j'avance avec. Et quand on va me reconnaître, je vais pouvoir être libre de pouvoir créer comme je veux. Parce que quand je vois des fois dans des articles, on dit productrice. En fait, je suis devenue productrice par défaut. Je ne suis pas productrice. Je ne produis pas les films de quelqu'un. Productrice parce que j'ai dû injecter de l'argent personnel pour pouvoir faire mes documentaires et aller au bout et dire voilà ce que j'ai envie de raconter. Donnez-moi les moyens de pouvoir faire mes films. C'est ce que j'ai fait. Défaut. Mais par défaut, voilà. Et je trouve très pour production, c'est à part entière. On ne s'invente pas producteur. Et le producteur, ce n'est pas forcément celui qui met de l'argent, c'est celui qui accompagne le projet, c'est celui qui aide à trouver des sous, c'est celui qui aide à faire en sorte que le projet puisse aller dans les circuits d'abord de financement pour avoir des sous, de production et ensuite de diffusion. Pour moi, le producteur, c'est vraiment quelqu'un comme le papa ou la maman qui prend son enfant par la main et qui l'accompagne à l'école pour que ça puisse arriver. Donc, je ne veux pas être productrice, je l'ai été par défaut. Maintenant, c'est vrai que quand on fait un film, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on souhaite, c'est que le film soit vu. Avant de penser à que le film rapporte.
c'est que le film soit vu. Et il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne en Afrique, le cinéma est une industrie. Il y a des pays qui nous l'ont prouvé. C'est une industrie. Faire un film, c'est faire travailler énormément de personnes. C'est permettre à des gens de nourrir leur famille, de payer la scolarité de leur famille. Donc, dans certains continents, de dire que le cinéma, c'est quelque chose de pas important dans le développement d'un pays, moi, ça me révolte. Le nombre de personnes qui sont employées pour la réalisation d'un film, je dis un film exprès, je ne dis pas documentaire, court-métrage, long-métrage, un film, que ce soit documentaire, que ce soit court-métrage, que ce soit long-métrage. On a besoin d'une équipe. Une équipe, elle est faite de personnes à différents postes qui vont faire en sorte que l'idée que vous avez eue en tête, que quelqu'un a permis de mettre sur papier, vous allez essayer de mettre ça. Et quand on dit réalisateur, le réalisateur, il ne réalise pas tout seul. Ce sont toutes ces personnes, toutes ces petites mains comme les petits bonhommes du Père Noël aident à faire les emballages des cadeaux pour qu'ils puissent aller les livrer. C'est la même chose. Pour moi, un film, c'est la même chose. C'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble pour pouvoir les réaliser. Des projets, on en a beaucoup. Et la Covid qui est arrivée, qui nous a tous bloqués. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont écrit. C'est vrai qu'au début, c'était difficile parce qu'on a cette contrainte de se dire on est enfermé, on ne peut plus sortir. Ça bloque l'inspiration, ça bloque la créativité, ça bloque l'esprit, ça te bloque. Point. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller voir ce qui se passe dehors, je ne peux pas m'aérer, ça bloque. Mais cette première phase d'acceptation de rester chez soi parce qu'il faut se sauver, il faut sauver ses voisins, il faut sauver sa famille, il faut sauver la nation. Ok, tout le monde l'a fait. Il y a plein de gens qui ont écrit, on a tous écrit. Et au lieu de créer de nouveaux espaces, comme disait Olivier, moi je pense qu'il faut renforcer ce qui existe déjà. Les festivals qui existent déjà, il faut les renforcer, il faut les appuyer pour que ces festivals, ce qu'ils ont mis en place, permettent aux gens qui postulent, qui vont dans ces festivals, que ce soit plus renforcé. Les salles de cinéma, c'est pareil. Moi, je suis désespérée parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une salle à Waïgouya, à Ouagadougou, au Burkina Faso ici, qui a été démolie pour construire un centre commercial. C'est ça le nouveau truc. C'est le même milieu du cinéma. Pourquoi on va détruire une salle de cinéma pour construire un centre commercial? Alors que cet argent qui est investi pour construire un centre commercial, vous l'investissez dans le cinéma, ça fait réfléchir les gens, ça fait changer les mentalités. Donc, on est en train de rentrer dans une espèce de commerce et on oublie la culture. Il ne faut pas oublier la culture. Un peuple sans culture n'existe pas. Il faut absolument il ne faut pas l'oublier, c'est vrai. Alors, juste pour finir. On arrive à la fin. Naki a dit il y avait des salles de cinéma en Côte d'Ivoire et qu'elles ont été supprimées. Ici aussi, c'est pareil. Et c'est dommage. Et le public existe, comme on le dit. Il y a des cinéphiles. Et les cinéphiles n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur propose des histoires, qu'on leur raconte des histoires dans lesquelles ils peuvent se reconnaître, qu'on leur montre des films parce qu'ils veulent aller en salle. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de public en Afrique. Il y a un public de cinéphiles qui existe. Donc, il faut renforcer ce qui est déjà, à mon avis, avant d'essayer de... Parce que sinon, on va accumuler des choses qui ne vont pas aller jusqu'au bout. Renforçons ce qui existe, allons jusqu'au bout. Permettons à des scénaristes d'écrire, à des producteurs de produire, à des réalisateurs de réaliser, à des acteurs de jouer. Faisons des films. Parce que tout est là pour que ça puisse être fonctionné. C'est juste qu'on nous empêche de faire tourner la machine, tout simplement. Alors, on va arriver à la fin. Rebondir. Oui, c'est Fatou. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Marie-Clémence sur la programmation des multiplexes. Je crois qu'il faut prendre cela en amont. Nos États doivent, dans les cahiers de charges qu'ils font signer à ces multiplexes qui s'imposent, en tout cas qui viennent construire des salles de cinéma dans nos pays, avoir un cahier de charges pour montrer les films africains de manière générale, du continent, du sud, des pays du sud,
avoir des pourcentages pour que les populations puissent le public existe, comme disait Mouna. Partout en Afrique, les gens viennent regarder les films. Quand il y a des projections ponctuelles, les salles sont pleines. Il faut que nos États aussi réfléchissent à des pourcentages ou bien imposent des pourcentages à ces bailleurs qui viennent construire des salles de cinéma. Concernant les projets, je dis, nous, à la Fédération africaine des critiques de cinéma, on donne plus de visibilité, en tout cas, à tous les films. On veut que tous les films, ce que les gens réalisent, ce qu'on produit comme film, qu'on les mette en avant, que sur notre site Africiné, que l'on donne accès à tous les techniciens du cinéma, qu'ils soient hommes ou femmes. Et ici au Sénégal, il y a le festival Film Femmes qui met en avant un peu le travail que fait ces femmes de manière générale dans les pays du Sud, en Afrique. Et l'Association des critiques de cinéma du Sénégal depuis quelques années, depuis 2013, a créé le mois du cinéma au féminin. C'est parce qu'il y avait une énergie créatrice des femmes qu'on avait constatée et qui n'avaient pas la possibilité de montrer leur travail. Et c'est là qu'est venue l'idée de créer ce mois du cinéma au féminin pour mettre en avant le travail de ces femmes, qui soient réalisatrices et techniciennes de cinéma. On choisit toujours et on montre aussi les différents métiers du cinéma. Parce qu'ici, en Afrique, on met toujours en avant les producteurs, les réalisatrices ou les réalisateurs, mais on oublie qu'il y a derrière d'autres métiers du cinéma que l'on doit aussi mettre et valoriser, mettre en avant, donner plus de visibilité. Et c'est ça qu'on essaye de faire partout où il y a les associations des critiques de cinéma, membres de la Fédération africaine des critiques de cinéma, rendre visible ce travail que font nos réalisatrices, nos producteurs, nos réalisateurs de manière générale. Vous les avez entendus, bah, écoutez, elle porte haut, elle parle. Hortense, excuse-moi, je vais juste vous dire un petit mot, je reviens sur la passion. C'est Ouda El Amri. Oui. Voilà, excuse-moi. Ok, bonne arrivée. Bonne arrivée, merci. Bonne arrivée. Non, c'était juste pour le retour. Je reviens sur la passion de Marie-Clémentine. Elle a raison pour dire que notre présence, en tout cas la présence des femmes et femmes africaines dans le Festival de Cannes était importante. Je ne vais pas minimiser la force des films, mais je me dis que les membres du jury, on les connaît tous l'année dernière, et la présence de Mouna a forcément eu quelque chose parce que l'accès à la compréhension de notre cinématographie africaine à un certain Inaritu ou une certaine El Fening ou un Kipilal ou Yorgos, tout ça, ce n'est pas évident. Notre cinéma n'est pas non plus accessible partout dans le monde pour que les grands réalisateurs qui sont vraiment connus, et même nous, on les connaît plus en Afrique qu'eux nous connaissent là-bas. Je pense que c'était bien aussi de faire une passerelle, et peut-être il y avait un langage qui n'était pas accessible, qui était peut-être expliqué par Mouna parce qu'elle était présente, et c'était important aussi. Et puis, je reviens aussi sur les choix que le président du jury avait dit dès le début, que pour lui, le cinéma est un acte politique d'abord et surtout social. Donc, c'est normal que nos films africains ont percé l'année dernière. Et voilà, en plus, présence féminine au jury de Cannes. En plus, Mathilde Diop a eu un prix quand même prestigieux. Je trouve qu'il ne faut pas minimiser notre présence et au contraire, il faudrait plus renforcer nos réseaux et nos présences dans ces grands festivals-là pour aussi faire cette passerelle et faire aussi connaître notre cinématographie africaine. Voilà, je voulais juste dire ça. Porter la voix. Alors, c'est la dernière intervention parce que là, malheureusement, il va falloir nous quitter, sauf s'il y a quelqu'un qui se sentirait frustré à jamais de me parler. Pas du tout. Moi, je suis frustrée de ne pas pouvoir voyager. Oui, non, mais là, mais au voyage, non, mais de toute façon. Les plans de voyage que j'avais, je ne peux plus les faire. Non, mais ça va revenir. Je crois que le Covid est venu nous rappeler que voilà, nous ne sommes que des pauvres êtres humains. Ouais. Petit. Le cinéma est vaincu. En tout cas, c'était un plaisir vraiment de vous avoir, mesdames d'abord, et puis messieurs en auditeurs.
vous portez haut, vous portez fort. On vous a entendu justement vos métiers, vos passions. Vous portez fort cette culture cinématographique et on ne peut que vous souhaiter d'aller encore plus haut, plus loin, plus fort. Je tiens à remercier ici donc Aka qui donc. Pourtant, je peux juste intervenir un truc. Oui, Mona. Je voudrais demander le ministre des Affaires étrangères les projets. Qu'est-ce que eux ils ont comme projet? Qu'est-ce qu'ils ont? Oui. Qu'est-ce que Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui est en projet et qu'est-ce que vous comptez faire et qu'est-ce que nous on peut faire pour arriver à vous et voilà. Alors, écoutez, c'est effectivement nos collègues quand ils sont en poste, vous savez, les attachés audiovisuels et aussi dans les instituts français, on les encourage à mener des actions dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes, faire tout ce qu'ils peuvent pour aussi renforcer le cinéma, les créateurs, les artistes et pas forcément uniquement diffuser des films français. Donc ça, je pense que vous le savez sûrement lorsque vous avez des instituts près de chez vous. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Après, je pensais aussi en vous écoutant, bien sûr, à la Cinémathèque Afrique, que vous connaissez tous et toutes, qui est à Paris, où il y a peut-être des choses à imaginer. J'imaginais, moi, en vous écoutant, un programme justement peut-être plus patrimonial autour des femmes. Ça pourrait être intéressant. Et puis après, les attachés audiovisuels en poste peuvent monter des projets structurants, innovants, avec des crédits spécifiques. Donc, ça s'appelle, c'est un peu notre jargon à nous, hein, c'est pas très intéressant, mais bon, ça s'appelle les FSPI, les fonds de solidarité pour les projets innovants, et on peut tout à fait imaginer un projet de ce type autour de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine du cinéma. Mais ça, il faudrait qu'il y ait des collègues qui souhaitent le faire. En tout cas, moi, j'ai pris en tout cas les noms de vos intervenantes et j'ai vraiment bien pris note. Et je suis en train de faire tous mes petits messages là, parce que comme vous le savez, moi je suis à Paris et donc mon boulot est un peu aussi de transmettre les infos aux différents collègues concernés. Donc c'est ce que je viens de faire en vous écoutant, en envoyant des contacts, des noms. Ça c'est très bien parce que en général vos instituts là-bas, il y a des festivals qui existent depuis des années. Vous ne vous penchez pas beaucoup sur les autres qui se font parce qu'il faut qu'ils vous connaissent personnellement et on ne peut pas être en train de courir sur le terrain et en train d'aller courir pour vous connaître personnellement. En ce qui concerne le festival, depuis le début, nous, on a contacté l'Institut français, on est passé partout. Ils ne se sont jamais intéressés. Donc, ce n'est pas le seul projet. Tous les jeunes projets qu'il y a, voilà. Dans ce domaine-là, vous êtes assez absent. Donc, vous voyez, mais il vous reste beaucoup de travail à faire. Vous avez du budget, j'espère. On va faire en sorte d'en trouver. Ah oui, donc, vous avez compris que c'était le nerf de la guerre. Hein, oui, aussi, hein, donc, tout à fait. Il faut aller essayer, en dehors des festivals institutionnels, essayez de voir aussi les initiatives assez jeunes, voilà, que vous pourrez accompagner aussi. Les activités qui existent. C'est ce qu'on fait à Dakar, par exemple, avec Dakar Court, mais vous avez raison, ça peut être démultiplié ailleurs dans d'autres endroits. Absolument. 54 on est là pays. pour faire le relais. On est là pour faire le relais. D'accord. Merci vraiment, mesdames. Merci d'avoir participé donc, à cette première série de conférences dans le cadre du pavillon africain de Cannes virtuel, dématérialisé. La prochaine fois, ce sera en présentiel, comme on dit. J'aime bien ce mot, il fallait que je le case. Parfait. On va payer le droit d'auteur, hein? Oui, je sais. D'ailleurs, ce sera intéressant de savoir qui l'a déposé. Donc, merci beaucoup vraiment à vous, mesdames. Fatou Kiné-Sen, merci à Marie-Clémence, Andrea Mota-Paez, merci à Nakissi Savané, merci à Nadia Raïs. Vraiment, vous avez tous éclairé. Merci beaucoup à Mouna Ndiaye. Vous avez vraiment éclairé d'une manière
exceptionnelle, cette première table ronde sur porter haut, fort et la voix des femmes dans les cinémas d'Afrique en particulier, puis mais dans le cinéma tout court. Merci. Donc le programme suit tous les jours une nouvelle conférence avec notamment, je sais qu'il y a une animée par l'excellente Catherine Ruel, l'excellent, non moins excellent Olivier Barlet. Voilà, c'est les violons. Non, c'est ça, c'est ce que je pense. Sinon, je ne le dirais pas. Donc, merci à vous. Et puis, bonne cinématographie. Continuez à nous nourrir et continuez surtout à éclairer nos imaginaires et à raconter nos vies d'Africains et d'Africaines. Bravo, Hortense. Merci à vous. Merci, Catherine. Merci. Au revoir. Et vivement qu'on réouvre les frontières. Bonjour, Catherine. Et là, on se voit. Catherine. Au revoir. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Merci à Agnata Johnson.